chères personnalités, invités, en vos rangs, grades et qualités respectives, je suis très honorée de vous accueillir ce soir pour le lancement dédicace de l'ouvrage Servir l'État en périphérie des armées du Dr Oswald Padoni. Merci à tous d'être venus témoigner votre estime et votre soutien à l'auteur. Ce livre n'est pas né par hasard. Il est l'aboutissement d'un parcours et d'un vocabulaire qui ont très tôt façonné l'univers de l'auteur. Déjà tout jeune, sa précocité ne passait pas inaperçue. Il s'intéressait à la politique ou même au journal télévisé. Il était si bon élève qu'on avait envisagé de lui faire passer le CEP en candidat libre avant que des voix plus prudentes n'en décident autrement. Cette même curiosité le conduira plus tard à faire ses premiers pas de plume aux journées du lycée Béhanzin, comme si l'écriture et l'observation du monde avaient toujours fait partie de lui. Un père qui a rêvé de porter l'uniforme de l'armée française, un frère qui a choisi la mer en intégrant la marine, et lui-même, professeur à l'École nationale supérieure des armées, qui depuis une vingtaine d'années évolue aux côtés des forces de défense et de sécurité, sans jamais en être lui-même. De cet héritage familial et de ce lien avec le monde militaire est né tout naturellement cet essai, une manière pour lui de refermer une boucle et de donner un sens à ce qui chez lui a toujours été là. C'est donc une suite logique, presque une évidence, que cet ouvrage voit le jour ce soir devant vous. L'ouvrage « Servir l'État en périphérie des armées », c'est un essai qui est constitué de 218 pages au total, qui a été préfacé par le professeur Nassirou Bako Arifari et postfacé par le général de corps d'armée Fructueux Baguidi. C'est un ouvrage qui est publié en 2026, donc très récent, aux éditions du Panthéon Paris. Dans cet ouvrage, Servir l'État en périphérie des armées, qui est, disons, une autobiographie, on retrouve un témoignage, un essai de réflexion stratégique et une immersion dans les mécanismes de l'État. L'ouvrage, dans sa structure, est, disons, fait en deux parties. Une première partie qui est consacrée aux itinéraires de l'auteur. Dans cette première partie, nous avons au total 8 chapitres qui sont intitulés dans l'ordre l'enracinement, la politique du spectateur, l'ailleurs, la parole et l'écriture au quartier latin de l'Afrique, la pensée politique et la pensée stratégique, l'esprit de corps, la réforme du secteur de la sécurité, un avenir commun. Voilà autant de titres que l'on peut retrouver donc dans cette première partie qui présente brièvement le parcours de l'auteur de cet ouvrage depuis son enfance jusqu'à son insertion professionnelle. Dans la deuxième partie de l'ouvrage intitulé Inspiration, à partir de la page 126, l'auteur a développé des réflexions en 5 chapitres. Le premier, intitulé 40 ans de témoignage, où l'auteur a fait ou a rendu hommage à ces personnalités dont j'ai parlé tantôt. Mais il a également parlé du sport et de la musique comme étant des valeurs qui l'inspirent, des valeurs qui renvoient également, disons, à des comportements qu'il a pu avoir dans la vie et qui ont forgé sa personnalité. Il nous parle également des habiles guerriers et des bâtisseurs de paix d'un monde qui change, en évoquant certains personnages militaires notamment qui, malgré leur statut de militaire, ont contribué à porter la paix et ont privilégié plutôt les actions pacifiques plutôt que des actions guerrières. Et enfin, le dernier chapitre que j'ai particulièrement apprécié, qui parle d'un bout à l'autre, où avec humour, l'auteur présente un peu les relations non seulement entre les civils et les militaires,
mais aussi entre les différentes forces armées, notamment l'armée, la police et les autres corps, parfois avec humour, parfois avec gravité. Ce qu'on peut retenir, c'est que dès les premières pages, Oswald Padonou explique que son ambition n'est pas de raconter sa vie pour elle-même, mais de s'appuyer sur son expérience afin d'éclairer le fonctionnement de l'État africain, les défis auxquels il est confronté et les responsabilités qui incombent à ceux qui choisissent de servir l'État. Tout au long donc de l'ouvrage, il insiste sur ces valeurs essentielles. Je vais en citer quelques-unes. Il parle du sens du devoir, de l'intégrité, du leadership, de la discipline, du patriotisme, de l'excellence et de la responsabilité, qui sont des valeurs universelles, essentielles, mais qu'il a aussi apprises aux côtés des forces armées. Il invite les jeunes générations à considérer le service de l'État comme une vocation exigeante, fondée sur le mérite et l'engagement plutôt que sur les privilèges et les intérêts. L'ouvrage présente un intérêt scientifique certain, notamment pour les chercheurs en sciences politiques, en relations internationales, en administration publique et en études stratégiques. Je vais essayer rapidement d'en dire un mot. Sur le service, je témoigne sur le service comme quelque chose qu'il faut considérer comme une vertu et comme une opportunité de se battre et d'intégrer, disons, pleinement la société. Vous savez, à notre époque, on parle beaucoup, vous avez eu l'occasion d'en parler aussi, j'en ai aussi parlé dans le livre, on parle beaucoup de leadership. Et on attend que, quelque part, que nous soyons tous devant, que nous soyons tous les meilleurs, que nous soyons tous les premiers. Et ce que je veux dire par le service, c'est de dire que il n'y a pas que les premiers, il n'y a pas que les meilleurs. Derrière les premiers, il y a les seconds, il y a les adjoints, il y a les civils de la défense, il y a les familles des militaires, comme vous l'avez évoqué, il y a les aumôniers militaires, je salue le père Tchikété. Il y a une multitude d'acteurs, y compris dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, mais globalement dans tous les domaines de l'action publique qui construisent la solution, qui construisent les réponses aux besoins donc, de l'État et aux besoins de la population. Donc j'ai voulu dire à travers le service que c'est important d'observer justement les périphéries et comment les périphéries construisent aussi quelque part le son. Et donc du coup la deuxième thématique, donc j'ai parlé de service, j'ai parlé de l'État. Pour un politique, c'est Aziz l'a évoqué, l'État c'est notre plus grand sujet, c'est notre plus grande passion et c'est notre plus grand, disons, c'est aussi l'objet le plus indéfini finalement. Et donc, du coup, je parle de l'État finalement comme quelque chose, quelque part d'insaisissable. Et j'en parle aussi, et peut-être que je vais être d'accord un peu avec Aziz sur les prudences que j'ai en parlant de l'État, en étant moi-même un agent de l'État. Et d'une certaine manière, montrer simplement que c'est une machine. Et une machine a le bonheur ou le malheur d'être quelque chose qui n'a pas d'âme. Ouais, donc voilà, j'en parle aussi de manière assez curieuse dans le livre. Je parle troisièmement de la périphérie, et là je vais venir à votre question. La périphérie ou les périphéries dans le secteur de la défense, c'est beaucoup d'acteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas considérer la périphérie comme la marge. Les acteurs périphériques ne sont pas forcément des acteurs qui sont à la marge, mais qui sont quelque part au cœur de l'action. La périphérie de quelque chose est finalement le centre d'autre chose. Donc, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est vraiment de dire, je reviens encore à cette notion de service, à cette notion de périphérie, que chaque acteur dans la chaîne joue un rôle qui est déterminant, joue un rôle qui est finalement extrêmement, comment dire ça. Je pense que dans notre contexte national, on n'a pas toujours beaucoup d'occasions de parler de ce qu'ont sont les armées dans leur relation à la société. Et ce qu'elles renvoient à la société, et ce qu'elles constituent, disons, comme garant, comme rempart pour les valeurs que nous voulons préserver dans notre société et dans notre identité. Donc pour moi, c'est une prise de parole aussi, quelque part, pour établir une sorte de justice. C'est pour ça que je parle dans l'avant-propos de mon devoir, c'est-à-dire mon devoir au sens scolaire. Je rends un devoir dans le sens où je fais un retour de témoignage pour rendre justice à une sorte de réparer une sorte d'injustice que je perçois dans le regard que la société porte sur les armées, particulièrement européennes. Dans le livre,
l'auteur questionne même ce regard sur, ou bien cette logique de penser la périphérie et le centre, vous ne comprenez pas bien, où tu dis à un moment dans le livre que la périphérie finit par intégrer le centre. Et au regard des défis auxquels nos États sont confrontés aujourd'hui, au regard des défis asymétriques auxquels nos États sont confrontés, si on prend le cas de l'extrémisme violent, on se demande s'il ne faut pas questionner ce lien. Et s'il faut toujours rester dans cette logique de distinction entre la périphérie et le centre, parce que ce qui se joue de plus en plus dans la sous-région, on se rend compte que ces centres sont maintenant au cœur de l'action des groupes armés. Et que gagner le cœur des populations, gagner le cœur de ces personnes-là qui sont ciblées par les groupes, constitue l'enjeu principal de la réussite du centre. Donc la nécessité de vraiment repenser ce lien entre la périphérie et le centre et de problématiser la manière dont on voit ce lien. Pour moi, à travers donc l'expérience que Oswald a décrite dans son ouvrage, on se rend compte de plus en plus que les deux sphères se tiennent. Les deux sphères se tiennent parce qu'on ne peut pas définir le centre sans la périphérie. Et la périphérie, de mon point de vue, ne peut pas exister aussi sans le centre. Et cela est d'autant plus vrai que je remarque, en tout cas de mon expérience de terrain déjà sur les questions de sécurité, qu'aujourd'hui, la question de sécurité est multidimensionnelle. Et cela renvoie à plusieurs spécialités, cela renvoie à plusieurs compétences pour pouvoir régler ces questions de sécurité. Et l'armée aussi a d'autant compris cette problématique qu'aujourd'hui, on a beaucoup de militaires qui s'investissent dans la recherche, dans les études, etc. On a parfois sur des sujets qui ne sont même pas liés à la sécurité. Et donc, c'est pour dire que, et on a aussi beaucoup de civils qui s'intéressent au fonctionnement de l'institution armée. Et donc, de mon point de vue, il y a ce lien-là qu'il faut mettre en exergue et qui montre aussi que on ne peut pas parler de périphérie sans le centre et le centre ne peut pas non plus exister sans la périphérie. La périphérie et le centre ne peuvent forcément pas être séparés. Plus le temps évolue, plus on se concentre moins sur le centre et on s'attache sur les périphéries. Du coup, la périphérie forcément agit sur le centre. Et aujourd'hui, si vous êtes socio-critique quotidien qui vous met sur un triangle, le gouvernement, le peuple ou l'armée, si on se concentre plus sur l'armée et la population, l'interaction est tellement forte parce que quand la population qui est comprend comme périphérie ne se sent pas concernée par un conflit militaire, l'armée échoue toujours. Premièrement, la périphérie politique donne à l'action militaire sa finalité et sa légitimité. Une armée peut gagner une bataille, mais seule l'autorité politique peut définir ce que ça doit signifier la victoire. Deuxièmement, la périphérie contribue à la connaissance de l'environnement. Les armées maîtrisent la planification et la conduite des opérations militaires, mais elles ont également besoin de comprendre les sociétés, les économies locales, le dynamique communautaire, le réseau criminel aussi, et la perception et les conséquences politiques de leurs actions. Et ça, c'est la relation deuxièmement. Troisièmement, certains acteurs jouent un rôle de traduction entre les deux cultures ou les deux mondes. La culture militaire orientée vers la mission, la hiérarchie et l'efficacité opérationnelle, et en tout cas la culture politique et administrative orientée vers la négociation, le droit, les ressources et la légitimité. Et enfin, la périphérie contribue à la rédévabilité de la capacité de corruption. Elle doit pouvoir soutenir à l'institution militaire et aussi lui poser des questions difficiles. Alors, il y a des passages que j'ai réécrits mais pendant plusieurs fois. Parce que il y a des histoires assez
cocasse et délicate à raconter parce que le but c'est aussi de ne pas trop exposer certaines situations et certaines personnes dans certaines situations. Mais je pense que c'est ce que je raconte vers la fin. Le moment où j'apprends qu'il y a un coup d'État dans un pays de la région. Oui, je pense que ça va. Mais en fait, j'essaie de rendre le plus possible ce que j'ai vécu sur le moment parce que effectivement, c'était l'un des officiers avec lesquels on travaillait dans un groupe où il y avait justement un autre officier qui nous disait avec une certaine insistance que celui-là, on entendra parler de manière certaine. Et je pense que moins d'une année après la prédiction, je pense que ça s'est réalisé. Il était effectivement dans un groupe où il a joué un rôle déterminant pour un coup d'État. Et en fait, ce que je raconte surtout dedans, en fait, c'est pas lié, puisque je parle après du coup d'État, je donne clairement mon opinion. Là-dessus, où je dis que les militaires, justement, c'est la logique de l'escalier et pas de l'ascenseur. Et puis, cette même logique devrait valoir dans l'espace public pour la cession aux responsabilités politiques. Mais ce qui est intéressant que je raconte dedans, c'est la capacité aussi des militaires à lire les rapports de force entre eux. C'est ça que j'ai trouvé surtout intéressant et à dire, bon, un tel, c'est pas un grand leader, mais à dire un tel autre, il faut faire attention à lui parce que tu vas entendre parler de lui. Donc voilà, je pense que c'est le passage que j'essaie de restituer dans le vécu que j'ai. Merci. Je me suis retrouvé plusieurs fois comme seul civil dans les salles de réunion. Je me suis souvent demandé comment je suis vu. L'intrus, le civil qui espionne les militaires. Je ne me suis jamais senti indésiré ou de trop. Peut-être parce que je sais rester à la porte quand ma présence n'est pas nécessaire. C'est comme cela que je deviens l'une des leurs. Et la périphérie intègre le centre. Et ça, c'était très intéressant pour moi parce que cette phrase paraît simple, une qualité essentielle dans la relation civilo-militaire. Montrer ici que le centre est à la périphérie et des valeurs comme Oswald, nous en avons besoin parce que justement, quand vous êtes au guidon, quand vous avez le guidon, vous ne voyez pas complètement tout ce qu'il faut voir. Parfois, un regard à côté, un œil, je ne dis pas étranger, mais un regard, un œil détaché, ou comme on dit l'œil du couillon, hein, quand on fait une lecture, on dit bon, vérifie-moi ça. C'est toujours important qu'il y ait toujours d'autres points de vue et non pas juste le militaire. Et c'est en ça que la richesse de ce livre-là, franchement, en le lisant, j'ai tellement de plaisir. Et je voudrais souhaiter que nous mettons encore un peu plus de valeurs sûres, de valeurs civiles, un peu plus dans nos structures militaires pour pouvoir sortir un peu du guidon et avoir une ouverture, une lecture beaucoup plus grande qui va certainement nous aider à atteindre nos objectifs. Les passages qui m'ont beaucoup marqué, ce sont ces passages, Oswald, qui nous poussent à repenser notre système éducatif. Repenser notre système éducatif et aussi tirer des leçons de ce qui a fait du Bénin le quartier latin de l'Afrique avant de devenir aujourd'hui le quartier dont nous devons appeler le nom. Je pense que c'est important, non seulement repenser l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, mais aussi l'enseignement des militaires et intégrer de plus en plus les civils dans cet enseignement. Et comme le lieutenant l'a dit, il faut avoir cette vision globale. Le premier séjour d'Oswald au camp militaire de Toko. Là, ça m'a fait beaucoup rire parce que quelqu'un qui se retrouve au sein des militaires, qui se réveille à 7 heures du matin et qui pense qu'il était le premier, mais en fait il était le dernier à se réveiller à 7 heures du matin. Beaucoup de choses se sont déjà passées avant 7 heures du matin. Il a été surpris de constater que il était finalement le dernier au camp. Donc là, ça m'a fait beaucoup rire parce que l'humour avec lequel il décrit un peu son état d'âme et tout ça, ça nous donne beaucoup à réfléchir en termes de valeurs que les militaires peuvent aussi transmettre en termes d'engagement et tout ça. Je comprends que la question de sécurité de l'État n'est pas une question exclusivement militaire, qui l'ont basée sur des armes, et que il faut la contribution d'autres, des chercheurs, des universitaires,
législateur que je suis, parce que si on veut bien penser l'État, il faut surtout penser à la qualité des lois que nous votons, la qualité des institutions que nous mettons en place, la qualité de la gouvernance, la qualité de la recherche, la qualité des élites que nous avons formées pour agir dans le futur pour nous. Et en cela, je crois que ce livre vient enrichir la réflexion pour bien lancer d'autres réflexions et qui pourrait aider tous les acteurs, et en particulier le législateur dans votre expérience et c'est social. Et je voudrais quand même préciser aussi que l'armée peut également influencer la vie civile. Et j'en parle en tant que spécialiste des finances publiques. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle gestion publique, avec la performance, l'efficacité et l'économie dans l'action publique. Et l'inspiration, en fait, est venue de l'armée. On avait ce qu'on appelle les budgets de moyens. C'est-à-dire, c'est en fonction des moyens qu'on définissait, en fait, voilà, l'affectation des crédits. Mais aux États-Unis, l'armée a décidé de faire ce qu'on appelle la rationalisation des choix budgétaires. On définit les objectifs et après, on va chercher les moyens. C'est ça qui a inspiré les civils. Aujourd'hui, on parle de nouvelle gestion publique qui est implémentée dans la gestion publique. Et curieusement, c'est l'armée maintenant qui piétine aujourd'hui pour mettre en œuvre cette nouvelle gestion publique parce qu'il faut tenir compte de ces spécificités. Donc, je tiens à le dire parce que on a parlé de la planification et je pense que les réflexions doivent être faites pour voir comment on adapte en fait la question de la planification à l'armée en tenant compte de ces spécificités. La question de la périphérie, c'est vrai, ça a été abordé. Et dans la périphérie, bien entendu, je ne vois pas que l'individu, je vois l'institution, comme les associations également, donc l'expertise plus plurielle. Comment passer de cette sorte de périphérisation consacrée, parce que ça manque, on va dire, de passerelle. Comment passer de cette sorte de périphérisation informelle à une formalisation, donc du rapport entre la périphérie et le centre. Et périphérie entendue au sens pluridisciplinaire, à la fois en termes d'expertise individuelle et expertise institutionnelle. La première interrogation que j'avais, c'était un civil qui sert l'armée. Il y en a, ce n'est pas nouveau. Il a évoqué d'ailleurs dans son ouvrage, un quart du personnel militaire, en fait du personnel des armées aux États-Unis est constitué par des personnels civils, presque 30% en France. Donc ce n'est pas nouveau. Mais de l'extérieur, généralement, nous ne pensons pas que les civils interviennent aussi nombreux dans le travail d'accompagnement des militaires. Mais dans le cas du Bénin, ce que j'ai remarqué, pour un chercheur, nous savons, en tant que sociologue, anthropologue, la difficulté de l'observation participante, mais surtout, d'écrire sur sa propre expérience comment construire la distance et avoir l'esprit critique suffisant pour produire du savoir à ses objectifs. Je pense qu'il s'est efforcé et il a largement réussi cet exercice et je voudrais vraiment lui en savoir gré. Une des interrogations que l'on se pose chaque fois, parlant de l'armée, au-delà de ce qu'on dit, la grande muette, tout ça, etc., c'est comment diagnostiquer et évaluer les performances d'une armée. Nous connaissons l'évaluation externe, mais les armées, très souvent, ne font que de l'évaluation interne. Et je pense ce type de diagnostic, tel que l'ouvrage nous le présente, constitue pour moi une forme d'évaluation externe, mais qui ne va pas jusqu'au détail des performances. Il dit, cette même année 2020, j'étais affecté au ministère de la Défense nationale.
J'aurais dû travailler à l'état-major général, mais la configuration de cet organisme de commandement ne permettait pas, à ce moment-là, à un civil d'occuper un poste. Je n'étais absolument pas frustré. C'est une manière d'euphémiser. Je n'étais absolument pas frustré de rester à l'école pour contribuer à la formation des officiers et maintenir un canal de structuration d'une pensée stratégique et d'une doctrine militaire adaptée. Nous savons bien, l'armée dont elle parle, c'est notre armée. Servir l'État, c'est se sacrifier. Servir l'État, c'est accepter d'être frustré. Servir l'État, c'est, disons, considérer qu'on n'est qu'un élément épiphénoménal parce que l'État est central, l'État non. Or, le cœur de l'État, c'est sa stabilité. Qui assure la stabilité? C'est vrai, c'est les institutions. C'est vrai, c'est la qualité de la gouvernance. Mais avant et après tout, c'est l'armée. Et c'est pour cela que nous devons tout mettre en œuvre. Certes, pour ne pas exposer nos faiblesses, mais faire en sorte que nous ne les couvrions pas. La défense d'un État ne dépend pas uniquement des forces armées, mais aussi de nombreux acteurs civils qui contribuent à la sécurité nationale, les administrations, les universités, les chercheurs, les diplomates, les juristes et les spécialistes de la cybersécurité participent chacun à leur niveau au renforcement des capacités de la défense. Le professeur Oswald insiste sur l'importance de la formation, du leadership, de l'éthique, de la bonne gouvernance et de la coopération internationale pour relever les défis actuels, notamment le terrorisme, la cybercriminalité organisée et les crises sécuritaires. À travers des exemples tirés du Bénin, de la France, de la Côte d'Ivoire et du Mali, il montre dans son ouvrage que la sécurité est une responsabilité collective reposant sur la complémentarité entre civils et militaires. L'ouvrage du professeur invite enfin chaque citoyen à servir son pays avec compétence, intégrité et sens de l'intérêt général en défendant une vision intégrée de la sécurité fondée sur des institutions solides, une bonne gouvernance et une coopération efficace. J'ai été invitée par Oswald pour servir en tant que panéliste dans le cadre du lancement de son livre qui est intitulé « Servir l'État en périphérie des armées ». Cet ouvrage est important, comme l'a si bien présenté Aziz Moussi pendant la cérémonie. C'est une contribution importante à la compréhension d'une institution qui joue un rôle clé dans nos États, un rôle clé en termes de sécurité intérieure, mais aussi en termes de défense, et le regard de Oswald en tant qu'un acteur qui joue un rôle pas seulement en périphérie, je pense qu'on l'a bien découvert pendant les échanges, qui joue aussi un rôle en étant à proximité, mais aussi au centre de l'action des armées, un regard important. Ça nous permet de mieux comprendre cette institution, mais aussi de mieux comprendre l'apport que peut apporter le personnel non militaire à l'efficacité de l'action militaire. Mais ça nous interroge aussi sur les réponses qui sont aujourd'hui apportées aux défis auxquels on fait face, des réponses qui ont certes besoin d'une approche militaire, mais une approche militaire qui, à elle seule, n'est plus suffisante, doit s'ancrer aussi dans une approche plus globale qui prend en compte les civils, prend en compte les populations et prend en compte toutes les composantes de la société, pas seulement en tant que spectateur, mais en tant que partie prenante à part entière dans la recherche de solutions
dans les efforts entrepris par l'armée en termes de sécurisation des personnes et des... Bon, les impressions sont plus que satisfaisantes parce que vraiment c'était une présentation qui était riche, très riche au niveau de la qualité des acteurs présents, au niveau de la qualité des débats qui ont été menés tout au long de la séance. Et pour nous, acteurs militaires, ça nous a montré le rôle central de certains sujets clés qui nous permettent de faire plus d'efforts de recherche et de compréhension dans certains domaines. Alors, je trouve qu'elle est très bien réussie et je trouve le livre très intéressant. Je félicite Oswald pour cette magnifique idée qu'il a eue de sortir ce livre, de rendre quelque peu hommage aux hommes de l'ombre, que nous, on ne va surtout pas. Ce soir, j'ai découvert plein de trucs. J'ai apprécié la clarté de certains mots dans son ouvrage. Et donc, je vais dire, j'ai gagné beaucoup ce soir. Ça nous permet, nous qui sommes dans la grande périphérie, de nous appuyer sur cette proximité que quelqu'un comme Oswald, en tant que civil, a avec les militaires pour comprendre un peu le fonctionnement interne de l'armée qui, aujourd'hui, nous paraît très distante de nous autres. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein, parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne à l'intérieur, mais qui est plus proche que jamais des populations, parce que si vous et moi aujourd'hui, on a la latitude de parler entre nous, de circuler librement, de manger à notre faim, de vaquer à nos occupations, c'est justement parce qu'il y a de ces gens-là, il y a l'armée qui veille au grain, qui veille donc à notre sécurité quand nous dormons, c'est eux qui sont là et qui nous permettent donc aujourd'hui donc d'être en sécurité. Et donc c'est important pour les populations d'avoir une vision, en fait, de savoir un peu comment est-ce que cette armée fonctionne, voir un peu comment est-ce que nous, en tant que civils, en tant que membres de la périphérie, pouvons apporter notre contribution au renforcement peut-être des actions de cette armée-là, parce qu'il n'y a pas, vous savez, une armée qui n'a pas le soutien de son peuple est vouée à l'échec. Et donc, il faut que les populations fassent corps avec l'armée pour faire donc une entité, pour donc faire face aux menaces qui sont à nos portes.